Élèves de première spécialité physique-chimie, bonjour. Dans la première partie de cette leçon, nous étudierons d'abord de manière générale le fluide au repos et verrons comment les grandeurs de l'échelle de description macroscopique sont reliées à celles de l'échelle de description microscopique. Nous nous intéresserons ensuite plus particulièrement à la loi de Mariotte, modélisant le comportement d'un gaz lorsque la température reste constante. Notons qu'au début de la leçon, nous évoquerons un peu les solides car ils sont intéressants même s'ils ne sont pas au programme. Pour ce qui est d'utiliser et de tester la loi de Mariotte, nous le ferons dans la deuxième partie. On rencontre la matière sous trois états, solide, liquide, gaz. Comme les solides présentent une certaine rigidité, ils ont une forme bien définie, par exemple ici un cube. Les solides sont incompressibles, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à diminuer leur volume de façon significative, même en exerçant une très forte pression. Et indilatables, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à augmenter leur volume de façon significative, même en augmentant fortement la température. Les solides ont donc un volume défini. Ce sont les solides qui ont les plus grandes masses volumiques. Comme les liquides peuvent s'écouler, ils prennent la forme du récipient qui les contient et n'ont pas de forme définie. Comme les solides, ils sont incompressibles et indilatables et ont donc un volume défini. Leur masse volumique est proche de celle des solides, mais un peu plus petite. En général, pour un matériau donné, le solide a une plus grande masse volumique que le liquide, donc la quasi-totalité des substances solides coule dans leur liquide. Par exemple, un lingot de plomb coule dans le plomb liquide, ou un glaçon d'huile dans l'huile. L'eau est une des rares exceptions, puisqu'un glaçon flotte dans l'eau. Voilà le glaçon d'huile qui a coulé. Quant au gaz, ils prennent tout le volume qui leur est offert et n'ont donc pas de forme propre. Ils sont compressibles, expansibles, dilatables et l'on ne peut définir leur volume que si l'on précise la pression et la température. Leur masse volumique est très inférieure à celle des solides et des liquides. La matière est constituée de très petites et très nombreuses entités chimiques, atomes, ions ou molécules, que nous symbolisons par exemple par une sphère bleue. Considérons au sein du solide un nanovolume V, invisible à l'œil nu normalement, mais que nous rendons visible pour la leçon. Et imaginons que l'on puisse le grossir une bonne centaine de millions de fois. Nous constaterions que les entités chimiques constituant le solide sont au contact les unes des autres, disposées de façon ordonnée, et qu'une petite partie du volume V, non occupée par la matière, reste vide. Dans le solide, les entités sont liées entre elles par des forces maintenant chacune à sa place par rapport aux entités voisines, ce qui donne la rigidité à l'échelle macroscopique. L'état solide est un état compact et ordonné. Considérons maintenant le même nanovolume V au sein du liquide et appliquons le même grossissement. On observe que les entités chimiques ne sont plus disposées avec autant d'ordre et que même si les entités restent très nombreuses et très proches l'une de l'autre, certaines ne sont plus en contact avec les autres et que du fait, le vide y occupe une plus grande place. Dans le liquide, les forces qui lient les entités entre elles ne sont pas suffisantes pour les empêcher de se déplacer librement les unes par rapport aux autres, ce qui explique l'écoulement à l'échelle macroscopique. L'état liquide est un état compact et désordonné. Les états solides et liquides compacts, où les entités chimiques sont très proches les unes des autres, sont appelés états condensés par opposition au gaz. En effet, reprenant le même volume V, le même grossissement, on constate que les entités chimiques desquelles nous excluons les ions sont très éloignées les unes des autres dans le gaz et qu'il y a donc beaucoup de vide. Ici, nous avons eu la chance de tomber sur une entité car en fait, nous avions plus de chances de trouver le volume V complètement vide.
Diminuons un instant le grossissement. Dans un volume V' plus grand, nous observons plusieurs entités dispersées et en désordre. Dans le gaz, les entités sont complètement libres de se déplacer dans l'ensemble du volume disponible, ce qui explique le comportement macroscopique des gaz. L'état gazeux est un état dispersé et désordonné. Les états liquides et gazeux désordonnés sont appelés fluides. Faisons un peu de place et notons n étoile le nombre grand N d'entités par unité de volume. La densité n étoile dans les solides est un peu plus grande que celle dans les liquides, elle-même beaucoup plus grande que celle dans les gaz. Dans les solides et liquides, donc dans les états condensés, n étoile est de l'ordre de 10 puissance 28 entités par mètre cube, alors que dans les gaz, elle n'est que de l'ordre de 10 puissance 25 entités par mètre cube. Il y a donc un facteur 1000 entre la densité des états condensés et celle des gaz. La masse volumique ρ est définie comme le rapport masse sur volume. Dans le système international, elle s'exprime en kg mètre-3. Pour une espèce donnée, la masse contenue dans un volume V augmente avec le nombre d'entités s'y trouvant. On a donc les mêmes conclusions pour les masses volumiques que précédemment avec n étoile. La masse volumique des phases condensées est de l'ordre du kg par litre, mais seulement de l'ordre du gramme par litre pour les gaz, où on retrouve le facteur 1000. Par exemple, la masse volumique de l'eau est de l'ordre de 1,0 kg par litre et celle de l'air seulement 1,3 g par litre. Les gaz sont compressibles. On conçoit bien qu'il soit possible de réduire le volume d'un gaz constitué principalement de vide. Cela a pour effet de rapprocher les entités les unes des autres. Il reste très peu de vide, donc très peu de place à gagner dans les liquides. Réduire leur volume devient extrêmement difficile et les liquides sont quasiment incompressibles. Quant aux solides, on comprend facilement pourquoi ils sont pratiquement incompressibles. En abandonnant les solides, nous nous concentrons sur les fluides, liquides ou gaz, états désordonnés où les entités chimiques occupent des places quelconques, indépendantes les unes des autres. Mais il y a un autre désordre. En effet, les particules ne restent pas immobiles dans le vide, mais se déplacent de manière anarchique avec des vitesses de toutes normes et directions. Ces mouvements désordonnés et incessants, qui existent aussi dans les solides, constituent ce qu'on appelle l'agitation thermique. Cette agitation microscopique est reliée à la température, grandeur macroscopique. Considérons un gaz dans une enceinte de volume V proche de 1 litre par exemple. Une boule bleue symbolise alors quelque chose comme 10 puissance 21 entités d'après ce que nous venons de voir. Le mouvement des entités est désordonné et incessant. On peut alors se demander ce qu'est un gaz au repos. Comme l'enceinte est immobile dans le référentiel R, nous disons que le gaz est au repos dans R. Si le gaz n'était pas au repos dans R, nous aurions quelque chose comme ceci par exemple. Mais cette situation n'est pas au programme. Dans le gaz, les atomes ou molécules sont agités d'une manière extrêmement désordonnée. Ces particules n'ont pas toutes la même vitesse. Il y a des particules rapides, lentes, très lentes. Elles se dirigent dans toutes les directions possibles de l'espace, en 3 dimensions. Pour une particule donnée, cette direction change à chaque fois qu'elle subit un choc contre la paroi ou avec une autre particule. Même si les vitesses sont très variées, cela n'empêche pas d'évaluer la vitesse moyenne des particules. Elle est de l'ordre de quelques centaines de mètres par seconde, donc très élevée. Notons V indice moyen 1, cette vitesse, lorsque la température est θ1. Toutes choses restant égales par ailleurs, diminuons la température du gaz jusqu'à θ2. On observe que la vitesse moyenne diminue aussi. Inversement, en augmentant la température du gaz jusqu'à θ0 supérieur à θ1, on obtient une vitesse moyenne des particules plus grande. La température est donc la manifestation macroscopique de la plus ou moins forte agitation thermique à l'échelle microscopique, dans les gaz comme ici, mais aussi dans les liquides et les solides. Rappelons que la pression est définie comme la force par unité de surface, P égale F sur S.
Si F est mesuré en newton et S en mètres carrés, alors P est en pascal. Le gaz étant enfermé dans une enceinte de volume V, les particules ne peuvent en sortir et rebondissent sans cesse sur les parois. Les chocs sont très nombreux. Sur une surface de 1 cm², le nombre de chocs est de l'ordre de 10 puissance 24 par seconde. Considérons en rouge une petite surface de paroi S et concentrons notre attention sur les particules qui viennent la tamponner. Les très nombreuses particules, ici extrêmement ralenties, exercent en permanence une force moyenne F qui tend à pousser la paroi vers l'extérieur, d'où une pression égale à F sur S. À l'aide d'un piston, nous pouvons modifier à volonté le volume V de l'enceinte contenant le gaz. Les molécules sont agitées de façon très désordonnée, mais à une température θ donnée correspond une vitesse moyenne des molécules. La petite surface S de l'ordre de 1 cm² par exemple subit des milliers de milliards de chocs chaque picoseconde. Macroscopiquement, la surface est poussée vers l'extérieur avec une certaine force F, d'où l'existence d'une pression P. Appuyons sur le piston de manière à diviser le volume V par 2, soit V' égale V sur 2. Si la température n'a pas changé, la vitesse moyenne des molécules non plus, donc non plus la violence des chocs. Mais les molécules dont le nombre n'a pas changé sont 2 fois plus concentrées dans un volume réduit de moitié. La surface S est donc bombardée 2 fois plus. La force F' est alors doublée, ainsi que la pression P'. Construisons le produit P'-V'. Il est égal à 2P fois V sur 2, soit PV. On en déduit que d'après ce modèle, le produit PV devrait rester constant à température constante. C'est précisément ce résultat que nous vérifierons expérimentalement dans la deuxième partie de cette leçon, que nous appelons loi de Mariotte. Il est important de bien distinguer les échelles macroscopiques et microscopiques. Nous avons vu que le fluide au repos signifie que le fluide dans son ensemble, à notre échelle macroscopique, n'est pas en mouvement dans le référentiel du laboratoire par exemple. Mais les entités chimiques le constituant, microscopiques, sont agitées d'un mouvement incessant, rapide et désordonné. Nous avons interprété la température θ du gaz, grandeur macroscopique, comme la manifestation de l'agitation thermique à l'échelle microscopique. Nous avons caractérisé cette agitation par la vitesse moyenne des entités et précisé qu'une augmentation de la température correspond à une augmentation de la vitesse moyenne. Nous avons également relié la grandeur macroscopique pression P aux grandeurs microscopiques nombre de chocs de particules sur les parois par unité de temps et vitesse moyenne des particules bombardant les parois. Nous avons corrélé la grandeur macroscopique masse volumique ρ avec le nombre d'entités par unité de volume, c'est-à-dire implicitement avec les grandeurs microscopiques distance moyenne entre les entités et masse d'une entité. La leçon s'arrête ici pour le moment. À bientôt!